content d'avoir ici avec nous Karine Cos-Gobinet de Dassault Systèmes qui va nous faire les rapprochements PLM in a Software World. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Donc, je viens un petit peu ici, un peu comme un ovni, puisque je vais vous parler de PLM. Dans le PLM, on fait des objets physiques, mécaniques. On appelle ça du dur, alors que vous êtes plutôt dans le mou, paraît-il. Donc voilà, je vais vous parler de PLM. Et donc moi, je suis Karine Cos, je travaille à Dassault Systèmes depuis plus de 20 ans. Donc j'ai vu pas mal de l'évolution de ce PLM dans le temps. Et aujourd'hui, je suis responsable au sein de ce qu'on appelle l'industrie high-tech, qui s'occupe de sociétés qui vont du semi-conducteur, comme ST Micro, jusqu'aux équipements informatiques comme les téléphones mobiles, jusqu'aux telcos, les boîtes comme Ericsson ou Nokia Networks. Et donc au sein de cette industrie, je suis responsable pour monter une solution de gestion de la partie logicielle des produits au sein du PLM. Donc, je vais un peu vous expliquer d'où vient le PLM. Ça ne gère pas que de la CAO ou des pièces mécaniques aujourd'hui, ça a pas mal évolué dans le temps, donc je vais vous tracer un peu cette histoire à travers celle de Dassault Systèmes. Ensuite, je vais un peu vous expliquer à travers la description de ce que nous appelons aujourd'hui la 3D Experience Platform, que vous voyez dans le coin là-haut, le logo, ce que c'est qu'un PLM moderne, quelles fonctionnalités ça apporte. Et après cette introduction donc, au PLM, je vais passer au sujet logiciel et vous expliquer comment le logiciel aujourd'hui, comme l'a bien rappelé Laurent ce matin, transforme l'industrie et comment nous, en tant que gestion du produit, on doit intégrer cette dimension logicielle de plus en plus. Et d'autre part, ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que cette expérience industrielle qu'on a depuis toutes ces années fait qu'on a apporté un certain nombre de solutions dans le monde industriel qu'on va sans doute pouvoir utiliser dans le monde plus du logiciel. Et je conclurai sur ce qu'on veut faire avec Tulip. Donc, une petite histoire du PLM à travers celle de Dassault Systèmes. Donc, à Dassault Aviation, en 1980, une petite équipe de développeurs a développé un logiciel qui permettait de concevoir les pièces mécaniques en 3D, au lieu de faire du plan 2D, comme on faisait depuis toujours. Et ils se sont dit, ce logiciel, il peut peut-être servir à d'autres gens qu'aux personnes de Dassault Aviation. Et donc, en 1981, CATIA est née et Dassault Systèmes est né comme une spin-off de Dassault Aviation. Et CATIA a pris de l'ampleur, a un peu envahi le monde de l'industrie lourde, comme on dit, donc les avions, les voitures, les équipements industriels, les machines industrielles dans les usines, etc. Et progressivement, on s'est rendu compte que gérer des fichiers de données 3D, c'était pas juste gérer les fichiers, il fallait permettre de collaborer. Quand on fait un avion, on est très nombreux, on peut être plusieurs milliers, donc c'est pas comme quand on est tout seul. Et donc il faut gérer ces documents 3D en collaboration. Et il faut pouvoir partager cette vue 3D entre beaucoup de personnes. Et donc, en 1989, pour Boeing, on a lancé ce qu'on appelle la maquette numérique. Donc, une maquette numérique, c'est bien ce que ça dit, c'est une maquette en virtuel. Et donc, ça permet de ne pas avoir à fabriquer quelque chose de physique pour tester tout un ensemble de propriétés du produit. Donc, énormément d'outils de simulation, les éléments finis, la mécanique des fluides pour voir comment ça se comporte. On peut tester vraiment les comportements complets du produit dans le monde virtuel. Et puis, on peut aussi faire des revues à plusieurs autour de cette maquette 3D et donc partager ensemble cette vue du produit. On peut aussi envisager le produit dans ses différents cycles. Par exemple, sur un avion, on va pouvoir étudier est-ce que je peux maintenir mon avion, est-ce que je peux aller changer telle pièce qui est sous l'aile par une personne humaine. Donc on va aussi modéliser virtuellement l'humain et est-ce qu'il peut réussir à aller attraper la pièce et à la changer. Donc tout ça, on peut le faire grâce au PLM. Peu à peu, on a aussi étendu notre scope, pas juste sur la conception du produit, mais sur de l'idéation.
donc les idées, les exigences, jusqu'à la fabrication et même la mise en place dans le monde réel. Et donc en 1999, Dassault Systèmes a posé le terme Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie du produit, puisqu'on ne gère pas juste la définition du produit à un moment T, mais toute sa vie, tout le long de cette vie. Et donc on sait aussi, donc aujourd'hui on sait faire beaucoup de choses avec le PLM, on s'est étendu à beaucoup de disciplines. Bon, la fabrication qui est très importante, c'est que maintenant on peut complètement simuler l'environnement de fabrication. Pour les Airbus, on simule entièrement le hangar où on va monter les pièces, vérifier dans quel ordre on va pouvoir monter les choses. On s'est essentiellement aussi élargi à d'autres domaines, d'autres industries. Donc, à part l'auto et les avions, aujourd'hui, on travaille dans les banques. On peut modéliser des produits totalement virtuels comme des services bancaires dans notre PLM. On va vers le bâtiment. Donc, on peut modéliser donc, ce qu'un architecte il va décrire son bâtiment. Maintenant, il peut le modéliser en 3D, son bâtiment. Donc, il peut faire des pièces d'architecture beaucoup plus complexes qu'avant. Et puis, on va pouvoir aussi simuler la construction de ce bâtiment dans le temps. Et ça, c'est très intéressant. On peut aussi simuler la construction d'un pont dans une ville, en Chine, ou des choses comme ça. Donc, on sait vraiment simuler tous les moments du cycle de vie du produit. Et puis, donc, en 2012, donc ça ne fait pas si longtemps, mais il y a 7-8 ans, on a inventé ce qu'on appelle la 3D Experience Platform, qui est que jusqu'ici, on avait donc toute cette série d'outils dans nos différentes marques, Katia, Enovia, Delmia, Simulia, vous avez déjà entendu ces marques à certains moments, mais pour les utilisateurs, ils étaient dans leur monde, c'était très différent des autres et chacun travaillait en silo. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui, on a besoin d'une véritable continuité digitale avec la transformation digitale des entreprises. Et donc maintenant, on fournit une plateforme qui est une sorte de front-end, une façon pour chaque utilisateur de l'entreprise, quel que soit son rôle, qu'il soit à l'étude du marché, qu'il soit à la fabrication, de pouvoir accéder aux données produits, end-to-end. Et selon son rôle, il va avoir accédé à différentes applications, mais tout le monde a accès à la plateforme. Et ça, c'est une véritable révolution, c'est vraiment ce qui va permettre de passer d'un ensemble d'outils déconnectés à une entreprise digitale où toute l'information du produit est complètement liée. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui le PLM. Et donc, aujourd'hui, nous vendons ce que nous appelons la 3D Experience Platform. Donc, on ne vend plus juste des brands, mais on vend la plateforme. Cette plateforme, c'est avant tout donc, un point d'entrée. Quand on entre, l'utilisateur tombe sur ce compas. Le compas, c'est devenu notre logo, mais aussi il est actif. Et en fonction de où on va dans le cadran du compas, on a accès à différents types d'applications. Des applications de collaboration, des Kanban, des communautés, des choses comme ça, pour partager l'information et des applications d'accès aux données. À gauche, dans le cadran ouest, toutes les applications de modélisation. Donc là, vous retrouvez Katia, vous trouvez SolidWorks, qui est plus pour les SMB, et tous nos outils de modélisation 3D. En bas, vous retrouvez ce qu'on appelle le V plus R. Le V plus R, c'est le monde virtuel et le monde réel qu'on met ensemble. Et donc, c'est tous nos outils de simulation. Donc aujourd'hui, on peut simuler beaucoup de choses. On peut simuler des comportements multiphysiques et y ajouter une dimension contrôle, donc logiciel, et simuler l'ensemble. Parce que la promesse de la plateforme, la vision de la plateforme, c'est de pouvoir appuyer sur le petit bouton en haut, là au milieu, le bouton Play, et de pouvoir expérimenter le produit, en faire l'expérience avant de le produire physiquement et de l'envoyer dans le monde réel. Dans notre cadre à nous, si on pense au monde logiciel, ça va permettre peut-être de tester chaque nouvelle version du logiciel sur la définition virtuelle du produit physique pour vérifier qu'en effet ça fonctionne, quelle que soit cette configuration physique qu'on a là-bas à l'extérieur, avant de la livrer, peut-être over the air, dans le produit physique final. Et à droite, tout ce qui est intelligence. Donc là, on a énormément... on a racheté des solutions de recherche, d'analyse,
d'intelligence du marché qu'on regroupe là sous la forme de dashboard, un peu comme vous avez vu dans Tulip. Mais donc ça, c'est des dashboards dans la plateforme qui permettent de faire du pool d'informations et de construire la vue qu'on a besoin pour voir les données de l'entreprise. Donc, peut-être pour résumer ce que c'est qu'un PLM moderne aujourd'hui. D'abord, donc on offre avec la plateforme ce qu'on appelle une Unified User Experience. Donc tout le monde a un peu le même point d'entrée, la même vue de ses applications, quel que soit son domaine. Donc on casse les silos et on permet à chacun d'avoir cette expérience unifiée. On a donc toute une couche de dashboarding qui permet à chacun d'aller chercher l'information qu'il veut. Donc on n'est plus dans une dimension push comme on était beaucoup, où chaque service, la conception envoyée aux méthodes qui est envoyée à la fab, et chacun attendait que l'autre ait fini pour démarrer. Là, on peut aller chercher les définitions avant qu'elles soient terminées pour commencer à travailler sur son étape à soi. Donc l'extension, c'est ce que je vous disais, à toutes les disciplines. Et donc de plus en plus, on peut aussi parler des dimensions vente, des dimensions marketing. On a pas mal de solutions marketing, parce que, comme vous savez, la 3D, c'est la vue des choses, donc c'est l'émotion directe des choses. Donc on a racheté 3D Excite, qui est une boîte qui fait des visuels avec très bon rendering pour qu'on puisse expérimenter une voiture, toutes ces belles vidéos que vous voyez, pubs de voitures qui roulent sur la route, c'est souvent fait avec nos solutions. De la collaboration sociale, donc de mise en place d'outils de collaboration type communauté, etc., gestion des idées de façon collaborative. On a notre plateforme, elle tourne sur le cloud, donc on peut dire, bon, nos clients ne sont pas encore passés sur le cloud, mais ils sont en train d'y penser, et nos solutions sont aujourd'hui bâties pour fonctionner sur le cloud. On peut avoir des clouds privés si on veut une certaine sécurisation de ces données, mais bien sûr, de plus en plus, nos outils sont pensés pour tourner sur le cloud. Et puis, donc, c'est packagé par rôle. Donc ça, c'est une vraie transformation. On ne vend plus des produits, mais on vend des licences par rôle, et le rôle donne accès, bien sûr, à des applications adaptées à ce rôle. Et les rôles sont eux-mêmes packagés par industrie. Moi, je vous ai dit que je faisais partie de l'industrie high-tech, donc on va vendre des solutions adaptées aux différentes industries qui vont faire leur marché dans toutes ces applications, tous ces rôles qui sont disponibles. Voilà, donc ça fait un peu ce que c'est qu'un PLM moderne aujourd'hui, et c'est très très varié. Donc, pendant que nous, on construisait notre PLM, qu'on élargissait nos champs d'action, on va dire, le logiciel, lui, c'est ce que on disait Laurent ce matin, a pris de plus en plus de place dans le monde industriel, parce que c'est ce qui permet de rendre les produits intelligents, et tout le monde veut un produit intelligent, bien sûr. Et ça veut dire quoi, un produit intelligent? Bon, ça veut dire qu'il est connecté, mais surtout, ça veut dire qu'il a à l'intérieur des mécanismes qui le rendent dynamique, qui le permet de s'adapter à son environnement, et puis aussi qui permet d'évoluer très rapidement. Donc on peut aujourd'hui rajouter une fonctionnalité sur un produit très vite. Moi, je regarde souvent l'histoire de ma balance, une balance connectée Withings. C'est pas juste une balance aujourd'hui, c'est aussi tout un ensemble de services connectés. Et puis, soudain, un jour, j'ai vu apparaître la météo sur ma balance. Avant, elle n'y était pas. Donc, ils avaient rajouté un service connecté à mon produit. C'était super, quoi. Donc, ça permet vraiment, le soft, aujourd'hui, de faire évoluer le produit et d'innover très rapidement. Et dans ce monde qui va si vite, les industriels ont absolument besoin de pouvoir rajouter comme ça des nouvelles fonctionnalités presque tous les jours. C'est ce que disait Volvo, qui rêvait d'une voiture où il y avait une nouvelle fonctionnalité tous les jours pour se différencier dans ce marché. Donc, c'est ce que je dis là, le software, c'est l'innovation, et ça va de plus en plus devenir la valeur du produit. De ce fait, les industriels doivent aussi évoluer, eux, et apprendre à gérer ce logiciel. Pour eux, c'est pas simple. Tant que s'il s'agissait de quelques lignes de code embarquées dans un petit coin, ça allait, mais là, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Le logiciel embarqué, il est de plus en plus gros, de plus en plus complexe. Il vient de différents endroits, parce que quand on achète un équipement, on achète aussi un logiciel qui est avec cet équipement, qu'il va falloir intégrer à la solution logicielle globale.
Et puis, ils vont pas au même rythme. Hein, donc, un programme voiture, je ne sais pas combien de temps ça met aujourd'hui, 23 ans, et le software, on peut livrer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas, des nouvelles versions et des nouvelles fonctionnalités. Donc, la problématique des industriels, c'est d'abord de gérer ces deux équipes qui aujourd'hui sont complètement silotées, et puis de gérer le produit et la compatibilité des configurations entre le hardware et le software, de façon à être sûr que c'est le bon soft qui est bien sur le bon hard et que ça va bien donner la fonctionnalité désirée. Bon, des problèmes, on en voit tout juste aujourd'hui chez Boeing, on en a eu chez Airbus, parce que je crois que la 400M qui a craché il y a quelques années, c'était aussi un problème de version de logiciel dans le hardware. Donc c'est une vraie problématique difficile à gérer. En même temps, et ça vous le savez bien ici, le monde du software est un monde libre, où les développeurs aiment utiliser la dernière application disponible, open source, le truc, on m'en a parlé, ça a l'air super bien, je vais aller tester. Ils ont besoin de pouvoir donc évoluer très rapidement d'outils pour être toujours dans la meilleure configuration. Et on ne peut pas empêcher ça. Dans une entreprise, les solutions logicielles sont multiples. C'est rarement un seul ALM. ST fait très fort apparemment, mais souvent quand on rachète des boîtes, ils ont d'autres solutions. Puis une petite équipe, elle fait du Jira dans son coin, ou du SVN, ou je ne sais quoi. Donc il faut pouvoir intégrer tout ça. Et puis, bon, certes, il faut laisser les gens libres, mais bon, on a des contraintes industrielles, il y a des problèmes de certification, de sécurité, il y a des problèmes d'intelligence intellectuelle, hein, il ne faut pas partager son code avec d'autres, parce que c'est quand même notre valeur, donc il faut le protéger. Bon, tout un ensemble de problématiques où le PLM arrive et va pouvoir aider. Donc c'est un peu ce que nous, en tant que Dassault Systèmes, hein, avec notre plateforme, on voudrait commencer à proposer à nos industriels, c'est apporter une dimension PLM, non juste pour gérer le hardware ou l'électronique ou tout ça, mais aussi gérer la dimension logicielle. Ne pas la laisser complètement indépendante dans son silo, mais la connecter. Et puis apporter un certain nombre de services que le PLM offre déjà au monde du hard, au monde du soft. Donc là, je vous ai fait une petite liste de Prévert de ce qu'on sait faire, mais ça fait très longtemps qu'on gère des portefeuilles de produits et pas juste un produit ou une application, comme dans ALM. Et que donc, cette gestion du portefeuille va permettre d'optimiser beaucoup, va faire de ce qu'on appelle de la ligne de produits, c'est-à-dire des produits génériques qu'on va configurer ensuite pour différents usages. Il va permettre de faire de la réutilisation. Et donc là, on arrive à l'histoire du composant software qui peut venir d'un sous-traitant, qui peut être open source, qui peut être fait à la maison, mais que de toute façon, on va vouloir capitaliser et réutiliser au maximum, au lieu de refaire systématiquement du code qui a été fait à droite, à gauche, parce qu'on ne sait pas que ça existe. Donc, en fait, si on regarde l'évolution du PLM et du CAD dans le temps, avant, un fichier 3D, c'était un gros blob, on appelait ça une boîte noire, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, et puis on stockait la boîte noire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, chaque petit élément, pièce, paramètre de cette boîte noire est géré dans le PLM, en tant qu'objet. Et dans le software, on va arriver dans... Aujourd'hui, vu de l'industriel, hein, le software, c'est un exécutable que je mets dans ma nomenclature, dans mon bill of material. Donc c'est une boîte noire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je le mets dans ma liste de pièces de ma nomenclature. Il va falloir l'ouvrir, il va falloir gérer ce qu'il y a dedans, l'open source, les composants sous-traités, gérer la valeur, gérer les royalties, tout ça. Donc tout ça, on propose de commencer à gérer ça dans le PLM. Voilà. Donc, pour faire ça, il va falloir s'ouvrir. Dassault Systèmes n'est pas connu pour son ouverture. Donc, ici, vous voyez la plateforme au centre. La plateforme permet un certain nombre de choses. Elle permet avant tout, elle va gérer les organisations, les rôles, la sécurité. Hein, on a une gestion forte de l'utilisateur. On va avoir ces fameux dashboards qui vont permettre aux gens d'aller chercher les données à droite, à gauche. Et puis, on va essayer de fédérer des données qui peuvent être dans la plateforme ou qui peuvent être à l'extérieur, avec différentes façons de fédérer ces données. C'est un peu ce que j'essaye de vous montrer là, c'est les moyens d'ouverture qu'on a.
On a une première moyen d'ouverture qui est la traçabilité. On a un outil de traçabilité très puissant qui est originaire chez Rectify, une société Gensoft qu'on a rachetée, qui maintenant s'appelle Système Traçabilité, qui permet vraiment de faire de la traçabilité totale entre des objets dans la plateforme ou à l'extérieur. En général, on part des exigences, mais on n'est pas obligé. Et on va pouvoir tracer à du code, à des tests, à des modèles UML, SysML, dans des outils d'ingénierie système, etc. Et on va pouvoir faire de la couverture, faire de l'étude d'impact et faire de la génération documentaire à partir de cette traçabilité. Donc ça, c'est une première dimension d'ouverture qui est très intéressante parce que c'est une intégration légère, sans besoin d'un gros développement, et ça marche assez bien. On peut aussi intégrer de façon plus forte. On a développé récemment donc, des connecteurs OSLC, si vous connaissez, qui permettent de lier une exigence dans DORS à une exigence dans la plateforme. Et puis, bien sûr, on est en train d'ouvrir notre plateforme en API REST, de façon à pouvoir faire des intégrations beaucoup plus poussées avec tous les outils du marché. Donc là, on voit les outils ALM en bas. L'idée est que vraiment, l'ALM est plus pour gérer les équipes, le travail au jour le jour des équipes, les sprints, les scrum, des choses comme ça. Et puis, il y a une plateforme d'entreprise qui va permettre de gérer la dimension produit globale jusqu'à sa décomposition disciplinaire en un module software. Là, à ce moment-là, on va l'envoyer dans l'ALM. Et puis, donc, de faire la traçabilité, des exigences en descendant, des tests en remontant, de façon à pouvoir, dans la plateforme, avoir une vue complète de son projet produit et des avancements, des éléments qui le consistent. Donc, finalement, pour conclure, voilà un peu une vision de haut niveau de notre plateforme. Elle va gérer la vie du produit depuis son inception, j'ai dit à Laurent hier, depuis son idée, et la gestion des exigences, la définition de haut niveau système. On a tout un ensemble d'outils d'architecture et d'ingénierie système. Ensuite, on va dans la décomposition par discipline, que ce soit du mécanique, de l'électrique, de l'électronique, avec le lien vers les outils d'électronique, et puis donc la dimension logicielle. On a aussi de plus en plus une dimension service, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des modules de service associés. Je parlais d'Ericsson, un Ericsson qui fabrique énormément de solutions très complexes, qui sont composées d'équipements telco, mais qui sont composés de couches software assez poussées, assez sophistiquées. Et puis, ils font aussi les offres de services, que ce soit l'installation, le maintien en conditions opérationnelles, des choses comme ça. Et dessus, on a au centre une couche de connectivité des données qui permet traçabilité, gestion, configuration, et autour des solutions de collaboration qui vont permettre de gérer la gouvernance globale de l'entreprise. Et puis toute une couche d'intelligence et d'analytics pour pouvoir faire du continuous improvement. J'ai du mal en français. Voilà. Pour finir, pourquoi est-ce que je suis ici, pourquoi est-ce que Tulip m'a invité, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Alors c'est assez récent, c'est une nouvelle collaboration. On s'est aperçu que Tulip et EDS avaient un certain nombre de clients communs. Tulip est français. Tulip est open source, donc ça c'est plutôt bien, parce qu'ils sont ouverts sur tous ces outils du marché. Alors on se voit mal, nous, en tant que Dassault Systèmes, s'intégrer à tous les outils soft, c'est un peu compliqué. Donc s'intégrer à une plateforme ouverte comme Tulip, qui, elle, s'intègre aux outils nécessaires aux développeurs, c'est une bonne idée. On est une solution software pour l'industrie. Tulip a une dimension industrielle importante, qui fait qu'il facilite pour les industriels tout l'environnement projet software. Et donc, quand on a vu justement que nos clients choisissaient cette solution, on s'est dit qu'il y avait quelque chose là à faire. Donc aujourd'hui, on a commencé, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un début de proto, de comment on peut travailler ensemble. Et puis, on est en recherche de clients communs pour aller beaucoup plus loin dans les scénarios d'intégration et comprendre qu'est-ce qu'on fera d'un côté, qu'est-ce qu'on fera de l'autre et comment lier les choses pour que ça apporte de la valeur aux utilisateurs. Donc la petite vidéo, alors
normalement, si je fais un intro, ça devrait... Voilà, la vidéo, j'ai tout préparé, parce que sinon, c'est compliqué. Juste que je trouve mon bouton. Ça va être le plus compliqué, ça va être de faire le start. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo ? Donc, ce qu'on a voulu faire... Alors, attendez, je vais d'abord faire une pause très vite. D'abord, vous voyez, là-haut, il y a le compas. On n'a pas menti. Le compas, là-haut, donc on est dans l'outil de collaboration. On a créé un rôle. Donc, ça se configure très facilement. On a créé un nouveau rôle dans le compas qui s'appelle ingénieur ALM PLM, donc il va travailler l'intégration. Et sous ce rôle, on a créé 3 widgets qu'on va voir à l'œuvre. Donc des widgets, ce sont des choses qu'on va mettre dans les dashboards et qui vont permettre d'interagir. Donc les widgets, on en fournit plein avec nos applications, et puis le client peut fabriquer ses propres widgets. Donc là, on a fabriqué nos petits widgets pour travailler avec Tulip. Il suffit que je tape là-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc on va ouvrir 2 widgets. Un qui va chercher les exigences dans la plateforme, et un autre qui se connecte à Tulip et qui va chercher les projets dans Tulip. Donc là, on fait un peu de mise en forme, c'est un petit peu laborieux, mais bon, on y arrive, voilà. Donc on est content. D'un côté, on a des exigences, donc on a toute une solution de gestion des exigences dans la plateforme, donc on les voit là à gauche. Et puis à droite, 3 projets Tulip, donc on accède à Tulip et il va lire tous les projets dans Tulip. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire ? Alors on voit déjà que quand on clique sur le petit logo de Tulip, ça ouvre Tulip, tout bêtement. Voilà. Donc depuis la plateforme, on a accès à Tulip. Et puis donc là, c'est plus sympa, on ouvre un projet Tulip et on voit qu'on a accès à toutes les vues dans Tulip, tous les trackers qui ont été définis sur ce projet. Donc on peut ensuite y accéder. Et là, on attaque le tracker des user stories et on voit qu'on a un petit attribut dans nos user stories qu'on a rajouté qui s'appelle PLM, je n'arrive pas à lire, mais PLM quelque chose, référence, je pense. Voilà. Alors ensuite, on a programmé, donc si on ouvre la user story, on retrouve ces 2 attributs du PLM dans la user story. Et puis, donc, on a programmé entre les 2 widgets un petit drag and drop. Alors d'abord, on va chercher l'exigence qui nous intéresse et hop, on la glisse dans le widget Tulip, d'accord ? Et du coup, voilà, là, on a fait un lien. On a fait un lien, ce qui fait que maintenant, dans la user story Tulip, on a un lien direct vers une exigence de la plateforme. Donc ça permet de dire qu'on a des exigences niveau système, au niveau produit dans la plateforme et qu'on peut les décomposer jusqu'à des exigences logicielles qu'on va ensuite associer à des user stories dans Tulip. Donc si on clique sur cette chose un peu bâtarde, ça a été fait vite, je crois que ça a été fait en une journée, cette petite démo, on arrive sur une exigence dans la plateforme. Là-haut, vous avez une exigence, il y a son test aussi. Bon, bref. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, mais ça vous donne une idée comment dans la plateforme, on peut en créer une petite intégration rapide. Philippe.